faut jamais sous-estimer. Ce qu'on achète en premier lieu, c'est l'entrepreneur lui-même. Donc, il faut comprendre que quand on se présente, la personne va d'abord t'acheter toi et ensuite ta business. Mais vous serez surpris combien d'entrepreneurs, des fois qu'on les rencontre, comprennent pas ça. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Carlando Moret. Bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler de financement, de levée de fonds, mais je vais utiliser le terme beaucoup levée de fonds, mais ce qui va vouloir aussi signifier du financement également. Fait que aujourd'hui, j'ai avec moi Barbara, Enchantée. Sylvie Salut. et Wills. Respectivement, je vais vous demander de vous présenter, d'accord? Mais la manière que je vais le faire, que vous allez le faire plutôt, c'est en expliquant un peu votre parcours, du début, niveau personnel qui vous a amené là où vous êtes présentement au niveau professionnel. Alors, Barbara? Barbara Boucher, je suis directrice principale investissement à la Caisse de dépôt aux affaires juridiques. Donc, à la base, je suis avocate. Mais très rapidement, après mes études en droit, j'ai fait un MBA et j'ai bifurqué un petit peu et je me suis spécialisée en dérivés. Donc, j'ai quitté la profession pendant un certain nombre d'années. Je ne veux pas trahir mon âge. Et je me suis spécialisée en dérivés, donc, et j'étais tout d'abord à la Banque nationale où je représentais la banque et ses filiales dans ce secteur d'activité, plus côté infrastructure, middle office, opération. Et puis, il y a à peu près 11 ans, la Caisse est venue me chercher parce qu'il y avait de la nouvelle réglementation dans le secteur et elle voulait s'assurer d'avoir un bon positionnement. Donc, depuis, c'est dans ce secteur-là que j'étais. Donc, d'abord en charge des opérations, toutes les infrastructures, projets. Et puis, il y a à peu près, je te dirais, 4 ans, ma gestionnaire actuelle, Sophie Lucie, aux affaires juridiques de la Caisse, m'a dit qu'il est temps que je retourne à la maison. Donc, je suis revenue au droit, mais je suis restée essentiellement dans le même secteur d'activité. Donc, tout ce qui est produits dérivés, à chaque fois que la Caisse, en fait, transacte sur les marchés financiers, que ce soit au niveau transactionnel, infrastructure de marché, réglementation. Donc, en quelque part, je suis impliquée. Et puis, en octobre 2020, on a lancé le fonds 25 à la 3 à la Caisse de dépôt, qui, j'imagine, on va en parler un peu plus tôt, un peu après. Et depuis, je collabore avec mon partner Wills pour construire le fonds et le développer. Donc, je te dirais, c'est à peu près ça mon parcours. OK, c'est parfait, c'est excellent, merci. Sylvie? Alors, donc moi, c'est Sylvie, fait que je suis la directrice régionale de Evol pour la région de Montréal. Donc, moi, mon expertise, c'est vraiment du financement et de l'accompagnement. Mais je ne suis pas tombée là-dedans comme ça, bien que mon parcours est quand même assez linéaire. Fait que moi, je suis arrivée au Québec, j'avais 18 ans. Et donc, je suis allée directement à l'université, donc au HEC. Donc, j'ai fait mon bac en finance. Et puis, même pendant mes études, je pense que j'ai toujours voulu évoluer dans le monde bancaire. Donc, même ma 3e année, j'ai travaillé à la Banque Royale, c'est un poste d'étudiante. Donc, j'étais à la caisse, stagiaire. Puis quand j'ai terminé, j'ai commencé à la Banque nationale. Donc, j'étais dans le back-office au niveau comptabilité. Et puis, donc, j'ai évolué toujours à la Banque nationale pendant une dizaine d'années, mais j'ai eu plusieurs postes. Donc, j'ai travaillé en dernier lieu à la gestion de l'encaisse, à la trésorerie. Et suite à ça, après quelques années, j'ai voulu changer d'organisation. J'avais envie de changement. Donc, on dirait qu'au bout de 7-8 ans, j'ai toujours envie de changer. Fait que j'ai joint la BDC. Donc, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est parce que c'est vraiment la BDC, la Banque de développement du Canada, vraiment la banque des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu le goût je suis rentrée dans la marmite de l'entrepreneuriat, si on veut, en aidant les entrepreneurs. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, et là, j'étais dans le financement commercial auprès des entrepreneurs.
Je fais environ 8 ans là-bas et depuis 4 ans maintenant chez Evol, toujours dans le financement. Mais j'avais envie de me rapprocher d'une clientèle particulière qui était les femmes entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Evol. Mais avant ça, c'était Femmes et Sœurs. Donc, Femmes et Sœurs avait vraiment comme mission de développer l'entrepreneuriat féminin. Donc, je sentais qu'il y avait besoin de... Je sentais que j'allais avoir plus d'impact dans une organisation comme Femmes et Sœurs. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai joint l'organisation, toujours dans le financement. Et puis, depuis l'année dernière, donc, Femmes et Sœurs est devenue Evol. Donc, oui, on soutient les femmes entrepreneurs, mais on a décidé, à travers notre nouvelle enveloppe de financement, de soutenir les femmes et toute la diversité dans son ensemble, d'être beaucoup plus inclusive dans la clientèle qu'on veut desservir, donc notamment l'immigration, les communautés ethnoculturelles, les communautés racisées, l'immigration, communauté LGBTQ, les entrepreneurs avec un handicap, donc la communauté LGBTQ, donc vraiment toute la clientèle qui est un peu sous-représentée en entrepreneuriat. Donc, beaucoup plus diversifié, beaucoup plus inclusif, mais toujours dans le financement. Et donc, c'est ça qui nous anime et qui m'anime tous les jours là, dans mon travail. C'est parfait, c'est parfait. Oui, là, tu passes au plus vieux des trois. Hein? C'était ça l'objectif. C'est ça l'objectif, ça risque d'être plus long. Will, c'était à Gênes. Moi, je suis né en Haïti. Mes parents sont arrivés à Montréal quand j'avais 6 ans. Puis, j'ai grandi au Québec. J'ai étudié en génie chimique. J'ai eu un bac de Polytechnique. Après, je suis allé sur le marché du travail quelques années. J'ai trouvé que de travailler comme ingénieur faisait en sorte que j'avais pas le rôle plus stratégique dans les entreprises. Fait que je suis retourné à l'école, j'ai fait une maîtrise en finance. Puis par la suite, je suis rentré dans le milieu de l'investissement dans une filiale en capital de risque pour Hydro-Québec, une filiale qui s'appelait Capitec, qui est spécialisée dans les technologies propres. Puis c'est vraiment là que j'ai appris le métier d'investisseur en capital de risque que j'ai trouvé super intéressant. J'ai été avec Hydro-Québec Capitec pendant 5 ans. Hydro-Québec a décidé de sortir du capital de risque. Donc, en quittant cet emploi-là, j'ai vendu les compagnies qu'il y avait dans le portefeuille. Donc, j'ai appris comment faire des transactions de fusion-acquisition. Puis, je me suis dit, je voulais apprendre encore plus comment faire des fusions-acquisitions, mais à l'international. Donc, après, à la fermeture de Capitec, j'étais allé chez Bombardier dans l'équipe Corpo pour faire les transactions pour la division transport et aérospatial. Donc, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai fait plusieurs transactions. Puis, j'ai vraiment appris le travail de vendre et acheter des compagnies à l'international. Mais il y a un volet au niveau de l'organisation qui n'était pas directement en lien avec mes valeurs. Donc, j'ai quitté Bombardier, puis j'ai toujours eu le rêve d'être entrepreneur. Puis, en quittant Bombardier, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise. Donc, j'ai fondé une petite boîte spécialisée dans la vente et achat d'entreprises, entre autres dans le secteur des technologies propres parce que j'ai bâti vraiment un excellent réseau au Canada, aux États-Unis. Puis, donc, en commençant, j'étais seul. J'ai fait plusieurs transactions avec des entreprises de technologie au Canada, aux États-Unis. Par la suite, j'ai grossi mon équipe. Puis, j'ai aussi commencé à faire des transactions en dehors des technologies propres. Puis, j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis, dans une de mes dernières transactions, j'ai été en contact avec la Caisse de dépôt. Puis, c'est là que la Caisse m'a demandé de me joindre à eux dans l'équipe de placement privé Québec. Puis la raison pourquoi que ça m'a intéressé, il y a 2 volets. Il y a le volet de ressources. Quand j'avais mon entreprise, je travaillais beaucoup avec des compagnies de technologie qui avaient beaucoup d'ambition, mais qui n'avaient pas les ressources, qui n'avaient pas le capital de faire des grandes acquisitions. Fait que je me suis dit, en étant à la Caisse, ça me permettrait d'avoir accès à beaucoup de capital, d'avoir accès à vraiment à du long terme pour aider les entreprises à les bâtir et non pas juste faire des transactions d'achat et de vente. Le deuxième point à ce moment-là de ma carrière, il y a le volet de redonner à ma communauté qui commençait vraiment à jaillir en moi. Mais une de mes craintes en me joignant, en allant travailler pour la Caisse, c'était le volet entrepreneurial. Parce que j'avais goûté à l'entrepreneuriat pendant 10 ans. Là, je me disais, ouf, une grande organisation, ça risque d'être difficile. Ouais. Mais quand je suis arrivé à la Caisse, c'est sûr que ça a demandé un certain ajustement au début pour vraiment comprendre la dynamique de la Caisse. La Caisse, c'est une très, très grande institution. Puis quand j'étais à l'externe de la Caisse, j'avais pas réalisé le niveau d'expertise des gens dans l'organisation. C'est ce qui m'a impressionné, ça m'impressionne encore toujours. Les gens sont d'une intelligence, d'une rigueur au travail que je trouve exceptionnelle. Mais le volet entrepreneurial me manquait dans mon rôle. Donc, il y a à peu près 1 an et demi, donc ça va faire bientôt 5 ans que je suis à la Caisse, mais il y a 1 an et demi spécifiquement, suite aux événements entourant le décès de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter,
l'impact de la pandémie sur la population en général, mais beaucoup sur les personnes issues de la diversité. On a créé un nouveau fonds à la Caisse qui est un start-up dans une grande organisation qui fait en sorte que maintenant, je suis dans un parfait bonheur de faire ce que j'aime, mais aussi de contribuer à ma communauté. Puis j'ai eu la chance, là, depuis 1 an et demi, de travailler étroitement avec Barbara, avec Tom Birch, Martin Laguerre. À 4, on a parti ce projet-là. Maintenant, ce projet-là a un impact, une ampleur tout à fait incroyable. Je ne pensais pas que ça allait avoir cette ampleur-là. Puis ça nous amène à contribuer à la communauté noire, mais aussi la communauté de la diversité au Québec et au Canada. Puis je suis tellement, tellement content, mais reconnaissant. Je pense que Dieu fait bien les choses. Fait que j'apprécie d'avoir la chance de travailler dans le contexte de ce fonds-là. Ouais. Barbara l'a dit tantôt, mais c'est quoi le nom du projet? Le fonds s'appelle Équité 25 à la 3 parce que le but du fonds, c'est d'encourager les entreprises à utiliser la diversité comme vecteur de croissance, mais aussi à supporter les entrepreneurs issus de la diversité. Puis la thèse du fonds, c'est que quand on regarde la représentation des personnes issues de la diversité dans la population canadienne versus dans l'actionnariat, versus dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment une différence assez significative dans plusieurs communautés. Okay. Puis on s'est dit, avec ce fonds-là, on va s'assurer que les entrepreneurs issus de la diversité sont capables de bâtir des entreprises qui vont être des chefs de file dans le Québec et le Canada et qui vont vraiment permettre qu'il y ait une représentation entrepreneuriale qui ressemble beaucoup à celle qu'il y a dans la population. Ouais. En fait, on a beaucoup dit le mot caisse. C'est quoi la caisse? C'est intéressant. Exactement, pour ceux qui ne savent pas, en fait. Ouais. C'est quoi la caisse? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances autour de la caisse et pourtant, la caisse est un peu partout Puis le nom complet aussi de cette caisse. Donc, on parle ici de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et c'est une organisation qui est créée par loi. Donc, on a été créé par une loi de la province du Québec en 1965, à l'époque de Jean Lesage. Et essentiellement, c'est un gestionnaire d'actifs. Fondamentalement, la Caisse est un gestionnaire d'actifs. Et nos clients, si vous voulez, qui s'appellent en fait des dépositaires, sont tous les fonds de pension publics ou parapublics et les fonds d'assurance publics qui sont obligés de déposer leurs fonds, leurs actifs avec la Caisse. Donc, c'est la Caisse qui investit toute la portion active de ces fonds-là. Parmi les plus grands, on a le régime de retraite, on a Retraite Québec, donc tous les Québécois. Donc, un peu qu'on dit que la Caisse de dépôt est le bas de laine des Québécois. En fait, c'est parce que la Caisse investit l'actif de Retraite Québec. Tout le régime des employés du public, du gouvernement, tous les fonds, par exemple, de la SAC, le fonds d'assurance. Donc, vraiment, beaucoup de dépositaires. Présentement, je pense qu'on a à peu près 42 dépositaires, mais vraiment, Retraite Québec, le fonds des employés du gouvernement et, je m'en veux d'oublier le troisième, mais constitue vraiment une grosse part de notre actif. Présentement, on est un peu plus de 400 milliards sous gestion. Et on est investi dans toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire qu'on est investi en revenus fixes, en marché boursier, placement privé, on est en infrastructure, solutions de financement, donc crédit, immobilier. Donc, et depuis, je vous dirais, à peu près 5-6 ans, on a vraiment établi une expansion à l'international. Et puis, non seulement, et on investit vraiment dans tous les secteurs et dans toutes les géographies également. Donc, en quelques mots, c'est la Caisse. Et puis, ce volet, je te dirais, de la diversité s'inscrit dans une perspective plus large, qui est ce qu'on appelle ESG. Okay. Donc, environnement, social, gouvernance. Parce que je connais un autre ESG, puis ça ne veut pas dire ça du tout. C'est vraiment l'acronyme. Essentiellement, tout ce mouvement est parti, je ne pourrais pas faire la génésis de ce mouvement, mais c'est devenu très populaire et vous savez qu'on parle de changement climatique, etc. Donc, Absolument. ça s'inscrit dans ce mouvement-là. Et donc, c'est vraiment de dire, quand on est un investisseur
il faut investir de façon pérenne et de façon à créer de la valeur économique à long terme. Pour revenir, si vous voulez, au débordement qu'il y a eu au niveau des bourses ou au niveau de la spéculation, où finalement, on ne crée pas vraiment de valeur. On joue sur les émotions presque des gens. Donc, il faut investir de façon responsable, il faut investir dans le long terme, il faut poser des actions qui améliorent le sort commun. Donc, il faut intégrer dans notre processus d'investissement ces considérations. Quand j'investis dans une compagnie, c'est quoi son impact sur l'environnement? Donc, tout le mouvement de net zéro sur le carbone vient de cette initiative-là. Donc, c'est un encadrement qui nous permet de réfléchir à une façon qu'on investit, de prendre en considération ces éléments-là. Donc, tout ce qui est impact sur l'environnement. Donc, quand on investit, on veut que les compagnies dans lesquelles on investit ont un impact soit neutre, mais idéalement positif sur l'environnement. Ensuite, quel est l'impact au niveau social? Et la diversité s'inscrit dans cette thématique-là. Et l'autre aspect, c'est la gouvernance. Il y a eu beaucoup de scandales, il y a eu beaucoup de discussions, les CEO qui se faisaient payer alors que les compagnies perdaient des sous, etc., etc. Ils ne perdaient pas des sous, ils perdaient des milliards. Oui, absolument. Donc, ça vient toucher, si vous voulez, tout l'aspect éthique de quand on gère une compagnie, la responsabilité, l'encadrement, qui prend les décisions, comment les décisions sont prises, le processus qui s'inscrit dans tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, cette thématique ESG est devenue super importante pour la Caisse depuis Michael Sebia. Et dans cette mouvance-là, représentation des femmes, de la diversité dans les boards, dans le conseil d'administration, au niveau de la haute direction. Donc, la Caisse, je dirais que ça s'inscrit dans son mandat parce que la Caisse a 2 mandats, en fait. Non seulement on investit les actifs, donc on a une responsabilité de générer un rendement qu'on dit optimal pour nos dépositaires, mais aussi il faut qu'on contribue au développement économique du Québec. C'est là qu'on se rejoint énormément avec Wheels, avec le fonds 25 à la 3, parce qu'on pense que ce fonds s'inscrit mais en plein dans cette mission de la Caisse de faire développer le Québec, parce qu'on croit qu'en donnant la bonne place à ces groupes qui sont sous-représentés, on va créer de la richesse à long terme. Absolument. Puis, Carlando, à la Caisse, on appelle, ce que Barbara vient de décrire, on appelle ça le capital constructif. Donc, investir dans des entreprises qui vont générer de la performance, mais qui vont amener le progrès. Puis, c'est pour ça que dans le cadre de 25 à la 3, c'est vraiment le progrès de la société. Donc, c'est vraiment très, très en ligne avec la double mission puis la vision de la Caisse. Absolument. Puis, Sylvie, je crois que Evol est très proche aussi à ce que Barbara vient de dire. Est-ce que tu peux... Effectivement, tu sais, c'est très proche. Et peut-être juste pour repartir un peu, Evol, à la base, là, c'est une initiative qui est née en région. Donc, c'est vraiment, ça fait plus de 25 ans que ça existe. À la base, c'était une initiative de femmes. Donc, c'est des femmes qui n'arrivaient pas à avoir accès à du financement. Donc, c'est né dans la Côte-Nord. Et donc, elles se sont réunies ensemble parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir du financement traditionnel, donc à travers les institutions financières. Fait que elles se sont créées un petit fonds pour pouvoir s'entraider, pour faciliter l'accès au financement. Donc, c'était déjà un enjeu il y a plusieurs années. Et donc, elles ont créé ce fonds-là et le gouvernement du Québec a vu cette initiative. Ils ont dit, waouh, il y a quand même des retombées positives, il y a de la création d'emplois. Donc, c'est vraiment une initiative féminine qui a été créée il y a plusieurs années, qui a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, tranquillement, cette initiative qui était locale s'est répartie dans les 17 régions au Québec. Pendant plusieurs années. Un gros territoire. C'est ça, parce qu'au départ, c'était vraiment régional. Puis cette initiative s'est perpétuée dans les 17 régions au Québec. Puis tranquillement, il y a environ, je pense que c'est en 2019, on a décidé de créer un fonds. Donc, il y a eu un premier fonds de 19 millions pour vraiment se dire, on va rassembler tout ça, on va avoir un fonds pour pouvoir avoir encore plus d'impact. Parce qu'on voyait vraiment ces retombées-là, quand tu donnes de l'accès au financement à des entreprises à propriété féminine. Donc, et c'est là que Femmes et Sœurs est née aussi. Donc, c'était vraiment à ce moment-là qu'on a eu Femmes et Sœurs. Et il y a eu un impact. Donc, on s'est rendu compte qu'à travers ce fonds-là, de 19 millions, il y a eu de l'impact. Les entreprises féminines commençaient à croître. Donc, au départ, c'était du microcrédit. Puis, là, on a commencé à dire, là, on va commencer à aller de 20 000 à 150 000. Donc, ce sont des prêts. Donc, c'était vraiment des prêts qu'on offrait à ces entreprises à travers le Québec. Et ça a évolué comme ça, tu vois. Absolument. Et donc, aujourd'hui, on est passé du microcrédit à des prêts de 20 000 à 150 000. Et aujourd'hui, avec Evol, on est à 450 000. Pourquoi? Parce que les entreprises aussi détenues par des femmes
croissent. Fait qu'elles ont des grands besoins. Au début, c'était des plus petites entreprises. Mais plus ça avance, plus les besoins, plus les entreprises deviennent de vraies entreprises établies qui exportent, qui croient, qui ont plusieurs employés, qui ont des besoins beaucoup plus grands. Tu vois? Ouais. Et donc là, on a développé non seulement le financement, mais c'était aussi l'accompagnement qui venait avec. Parce que c'est une chose de donner du financement, mais comment tu gères ce financement-là au sein de l'organisation? Fait qu'on a développé toutes sortes d'outils d'accompagnement pendant toutes ces années-là. Okay? Et on s'est rendu compte que c'était vraiment l'accompagnement qui permettait de perdurer, qui permettait aux femmes de « OK, mais comment est-ce que je bâtis? Comment est-ce que je gère mes employés? Comment est-ce que je gère mes finances? Comment est-ce que je... » Tu sais, c'est tous ces éléments-là comment je bâtis mon réseau aussi. Donc, c'est tout l'accompagnement qu'on a développé pendant les 25 dernières années qu'on a finalement, on s'est dit, bon, aujourd'hui, le fonds Femmes et Sœurs, qu'on appelle le fonds FQ, venait à échéance. Donc, il y a environ 2 ans. Fait que là, on était en train de réfléchir, OK, c'est quoi notre impact aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut aller encore aujourd'hui? On a développé cette expérience, on a vu l'impact de ce fonds-là de 19 millions sur l'économie du Québec, sur le développement, sur les entreprises. On a développé une expertise d'accompagnement, mais là, on veut pouvoir avoir encore plus d'impact. Puis je pense que la pandémie nous a ramené toutes ces inégalités-là. Les femmes, les entrepreneurs issus de l'immigration, la diversité. On parlait encore des enjeux. Fait que les inégalités nous sont comme revenues à la face. Fait qu'on s'est dit, on va, au lieu de, oui, soutenir les femmes, mais on va aussi s'adresser à toutes les communautés qui sont encore sous-représentées, qui ont encore des enjeux au niveau du financement. Moi, j'avais des hommes qui nous approchaient et étaient là, OK, mais vous n'avez pas de financement pour nous, on est de l'immigration. Tu sais? Alors, on s'est dit, on va financer aussi les entreprises. Oui, les femmes, mais aussi les entrepreneurs issus des communautés noires. L'immigration, ils ont aussi des enjeux au niveau de l'accès au financement. Les communautés autochtones, les entrepreneurs avec un handicap. Donc, on s'est dit, on va vraiment s'adresser à cette clientèle qui est encore sous-représentée, qu'on veut voir de plus en plus parce qu'on n'en voit pas. Parce qu'ils ont encore des enjeux au niveau de financement. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, ben, il va falloir qu'on change notre nom. On ne peut pas s'appeler Femmes et Sœurs parce que, bon, Femmes et Sœurs, c'est femmes. Fait qu'il fallait absolument qu'on change vers Evol. Donc, c'est comme ça qu'on a aussi changé. On s'est dit, on va amener notre expertise, notre financement, notre connaissance, notre proximité du terrain, puis on va l'amener à une plus grande clientèle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a, depuis l'année dernière, on a changé de notre nom, notre nouvelle identité. On a un plus gros fonds parce qu'on s'est dit, on veut avoir encore plus d'impact. Un fonds de plus de 50 millions de dollars. C'est parfait. Donc, financé par Investissement Québec, mais aussi par le gouvernement du Canada, la BDC, la Banque nationale, Fonds d'action, Fonds de solidarité FTQ. Donc, des gros partenaires qui nous ont fait confiance. On a livré avec un 19 millions. Donnez-nous plus pour avoir encore plus d'impact dans la communauté. Et donc, c'est pour ça que dans notre même politique d'investissement, oui, il y a le volet diversité-inclusion, mais encore, je rejoins aussi ce que mes collègues disaient, ce que mes partenaires disaient. On veut aussi, oui, un impact économique. On veut que ce soit des entrepreneurs, des entreprises détenues par la diversité-inclusion, par ces entrepreneurs qui sont sous-représentés, mais on veut aussi le volet développement durable. Ouais. Okay. Parce que c'est, oui, l'impact économique, mais c'est quoi l'impact social? Pourquoi est-ce que tu crées ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux avoir comme... Tu sais, il faut avoir cette réflexion-là. Parce que pour nous, les entrepreneurs, c'est eux les personnes qui créent, qui innovent, qui amènent des solutions à des enjeux de la société, mais de le faire de façon consciente. Donc, du capitalisme conscient. Alors, même pour les entrepreneurs issus de la diversité c'est la première fois que j'entends ça. Le capitalisme conscient. C'est excellent. C'est conscient. Ouais, je veux faire de l'argent, mais je veux faire de l'argent autrement. Ouais. Je veux avoir de l'impact social. On veut des entreprises qui créent, qui bâtissent, mais de façon consciente, en prenant soin de ses partenaires, de ses employés, de son environnement, de tout ça. Fait que c'est vraiment ça. Fait que même donc là, même dans notre organisation, on se fait former sur le développement durable. Puis nous, on a décidé de s'aligner vraiment sur les 17 objectifs de l'ONU, où vraiment on regarde, OK, sur quel objectif? On s'est dit, on veut donner aux entrepreneurs les moyens de créer un monde meilleur. Mais comment est-ce qu'on crée un monde meilleur? Fait qu'on s'est dit, bon, on va aller avec les 17 objectifs de l'ONU qui peuvent paraître vraiment grandioses. Éliminer la pauvreté. Éliminer la pauvreté, la faim dans le monde. Fait, ça peut paraître gros, mais est-ce qu'au sein de mon entreprise, je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux m'assurer de dire, bon, ben, je suis un restaurateur, mais tu sais, il y a tellement de pertes alimentaires, comment est-ce que je peux peut-être prendre ces pertes-là, puis peut-être, de réfléchir, de les amener à revoir un peu leur modèle d'affaires. Donc, justement, fait qu'aujourd'hui, on a un fonds d'investissement, on a des prêts qui peuvent aller jusqu'à 450 000, on a aussi tout un volet d'accompagnement parce qu'on s'est dit, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont familiers avec ça, mais on veut les accompagner, on veut les amener. C'est quoi le taux d'intérêt encore?
Ben, les taux d'intérêt, on est entre 6 et 9 là. OK. Fait que nous, notre mission, c'est une mission de développement économique. OK? Fait que c'est sûr qu'on n'est pas une institution financière. Notre mission, c'est vraiment de développer l'économie au Québec. Donc, on va prendre plus de risques dans certains dossiers Mhm. et on va justement les accompagner. Et je pense OK. que nous, c'est l'accompagnement qu'on offre aussi qui, tu sais, on veut financer, mais on veut être là pour la pérennité. Puis nous, notre expérience des 25 dernières années nous ont démontré que l'accompagnement fait la différence. Fait que c'est pour ça qu'on développe toutes sortes d'outils. Puis on sait que les enjeux qui reviennent souvent, c'est l'accès au financement, mais aussi l'accès au réseau. Mhm. Alors, on crée des opportunités de développer, de co-développer entre entrepreneurs, des cellules de co-développement où les entrepreneurs issus de l'immigration ou qui sont en démarrage, en croissance, se retrouvent ensemble puis parlent de leur réalité. Ouais. Alors, donc, c'est toutes sortes d'accompagnements, d'outils qu'on a développés qu'on met aujourd'hui pour les entrepreneurs pour se dire, tu démarres, mais on est là, on vous accompagne, puis Absolument, absolument. on vous soutient. Absolument. Fait que c'est Tu sais, ça. je voulais aussi faire, parce que nous qui sommes là, on comprend tout ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a Evol, puis il y a la caisse, en fait, le fonds équité en 25-3. Mhm. Chacun d'entre eux investissent, du moins, passe l'argent différemment. Right? Evol, vous financez. Fait que Oui. dans le fond, On offre des prêts. Exactement, vous avez un prêt que vous offrez, Ouais. il y a un taux d'intérêt et ainsi de suite, puis il y a des montants X à remettre, peut-être même un moratoire, j'espère, Oui, sur oui, de 24 absolument. mois. Absolument. Ouais, Mais il y ouais. a aussi le fonds équité 25-3, Ouais. c'est pas des prêts, si je comprends bien, c'est un investissement capital que vous faites. Je pense que ça vaut la peine aussi d'expliquer le stade d'entreprise, parce que le financement est très relié au stade d'entreprise. Mm. Puis quand on parle de stade d'entreprise, on parle d'un prototype, démarrage, start-up, jusqu'à croissance. Mhm. Puis, généralement, quand on regarde les stades beaucoup plus jeunes, des compagnies qui démarrent au niveau de leur stade de démarrage, le financement souvent va venir des proches. Mhm. Ils appellent ça le love money, Ouais. donc Mhm. famille, amis, etc. Mhm. Après, quand l'entreprise atteint un certain niveau, il y a des groupes qui existent qui vont faire des prêts comme Futurpreneur, Face Coalition, Evolve. Ces groupes-là, parce que quand la compagnie est très jeune, il ne faut pas se le cacher, le niveau de risque est très élevé. Donc, Mhm. un instrument de prêt s'applique mieux. Mhm. Par contre, le côté négatif, c'est que quand la compagnie démarre, elle n'a pas beaucoup d'actifs. Mhm. Puis, quand la compagnie commence à prendre une certaine taille, là, on tombe dans l'investissement qu'on appelle en équité. Mhm. Puis, l'investisseur en équité, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est du rendement en prenant du risque. Donc, si, comme le fonds équité 25-3, nous, c'est un fonds de 250 millions, notre objectif, c'est de faire un rendement d'équité sur notre 250 millions. C'est sûr que dans le portefeuille, on va faire des prêts aussi dans le portefeuille, mais on veut que notre 250 millions nous reflète un rendement d'équité. Mhm. Puis, c'est sûr qu'un investisseur d'équité, si la compagnie a du succès, les actions prennent de la valeur, il va faire un bon rendement. Mais si la compagnie échoue, ben tout est perdu. Tandis qu'un prêteur, si jamais la compagnie a du succès, il va recevoir le capital plus les intérêts. Mhm. Mais si la compagnie va mal, souvent le prêteur prend en garantie les actifs. Ouais, ta Fait qu'il peut maison. prendre la propriété intellectuelle, Mhm. peut avoir des garanties personnelles, peut Ouais. aller prendre la maison. Mhm. Donc, c'est pas le même profil d'investisseur. Les deux sont nécessaires Mhm. parce que la dette vient optimiser la structure du capital, puis vient optimiser le rendement. Mais les deux ont des objectifs différents. Mhm. Donc, en finance, ils appellent ça la théorie d'agence. là. Donc, il faut vraiment s'assurer comme entrepreneur qu'on a un bon mélange de dette et d'équité. Ouais. Mais en même temps, il faut comprendre que l'investisseur en équité puis le prêteur n'ont pas le même objectif. Mhm. Dans une situation qu'une compagnie va mal, l'investisseur en équité, lui, il veut injecter du capital, aider, prendre du risque parce que lui est là pour le rendement. Mhm. Mais le prêteur, lui, il veut sauver sa mise. Absolument. Fait que tu vois là, la différence que ça amène dans l'alignement. Fait que c'est très important pour les entrepreneurs de comprendre cette dynamique-là, de bien choisir le partenaire, puis aussi de ne pas trop endetter les entreprises. Mm. Parce que la valeur d'entreprise, quand tu augmentes l'endettement, la valeur d'entreprise, tu l'optimises parce que tu viens de réduire le coût du capital. Mhm. Mais quand tu passes un certain niveau d'endettement, la compagnie ne peut plus opérer parce que le flux de trésorerie n'est pas assez pour payer l'endettement. Donc, il y a comme un optimum à aller chercher. Mais c'est sûr qu'une compagnie qui est jeune,
Moi, je vous dirais, la première source, c'est tout ce qui est gratuit. Les crédits d'impôt, les dons, tout ce que tu notes. Puis on le sait, là, au Canada puis au Québec, on a la chance d'avoir un écosystème intéressant pour ça. Après ça, regardez les prêts, mais le plus rapidement que vous pouvez aller chercher de l'investissement en équité, mieux que c'est. Parce que l'équité, il n'y a pas de frais d'intérêt reliés à ça. Il y a une patience, puis il devrait avoir un alignement. Absolument. Fait que Absolument. j'ai fait un long parallèle, là, mais... Non, c'est correct, c'est parfait. Et je te rejoins beaucoup là-dessus, c'est d'être créatif quand on cherche son financement. Tu sais, je pense qu'au Québec, on est très chanceux parce qu'il y a énormément de subventions aussi. Tu sais, j'ai des entrepreneurs qui sont vraiment implantés dans le réseau, donc ils vont participer à des appels de projets, ils vont pouvoir aller chercher des 20 000, des 25 000. Tu sais, par exemple, au niveau de la diversité, on a Entreprendre ici, qui organise annuellement tu sais, des appels à projets pour des entrepreneurs issus de la diversité. Bientôt, ça commence bientôt. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur aussi, il faut être très proactif dans la recherche. Il faut connaître un peu. C'est sûr que parfois, ça peut paraître gros, mais tu sais, c'est de commencer tranquillement à bâtir son réseau puis de voir, OK, c'est quoi les différents produits financiers. Puis comme il disait, tu sais, le love money, oui, tu sais, souvent, tu sais, il faut en parler. Il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas toujours parler de leur projet, mais parlez-en à qui ils veulent l'entendre parce que vous ne savez jamais sur qui ça va retomber. Il y a des gens qui seraient prêts à vous prêter de l'argent aussi. Là. Donc, tu sais, moi, je dis tout le temps, soyez créatifs. Il y a le sociofinancement aussi, qui peut être aussi une belle solution pour pouvoir, premièrement, valider son marché, mais aussi aller chercher des clients. Donc, et aller chercher un certain montant. Oui, et aller chercher un certain montant. Donc, je trouve qu'il faut être très créatif, très proactif dans sa recherche de financement. Puis, bien sûr, il y a les prêts qu'il faut aussi aller regarder en fonction justement de son stade de croissance et de son stade de démarrage. Mais il faut bien le faire. Il faut le faire au bon moment. Mais il y a aussi, comme je disais, surtout quand on est en démarrage, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai qu'on va se faire dire non. Mais il faut persévérer. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est ça, il faut persévérer. Ça ne veut pas dire, si c'est un non, pourquoi c'est un non? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est ça qu'il faut retenir. Et les gens vont dire, là, ça a été non, non, non. Oui, mais non, pourquoi? OK, je vais améliorer. Il faut apprendre, c'est un processus, surtout quand on est entrepreneur pour la première fois et qu'on n'a pas de famille entrepreneuriale, ça peut être difficile, on peut se sentir lonely ou seul, d'où l'importance de bâtir son réseau. Puis les gens vont te dire, écoute, moi aussi, je suis passé par là, puis ça a été difficile, mais tu sais, regarde ici, regarde là. Donc, c'est tout un apprentissage. On construit son réseau, on bâtit, on essaie d'être créatif, on essaie d'avoir des alliés. Donc, et je trouve que les entrepreneurs qui comprennent ça très tôt peuvent aller chercher les bonnes ressources. Absolument. Donc, pour ajouter au commentaire de Sylvie, qui est très pertinent, Calando, moi, il y a une notion de base que je trouve qui est très importante pour les entrepreneurs à comprendre. Parce que les entrepreneurs ont deux options. L'option de bâtir une entreprise où 100% de l'entreprise leur appartient. Puis, ils n'ont pas à rendre compte à personne, ils n'ont pas à rien partager, c'est leur décision. Pour moi, ça, c'est le modèle family business, right? L'autre option, c'est d'aller chercher du capital d'investisseurs, puis d'être agressif, d'aller chercher un plan de croissance, puis de vouloir bâtir une super entreprise. Puis c'est la notion d'avoir la tarte, une petite tarte seule ou un très petit morceau d'une grande tarte. Comme Jeff Bezos, qui a 16% d'Amazon. Exactement, mais fondamentalement, ce choix-là a une influence sur tout le reste. Oui. Complètement, là. C'est la première décision à prendre. Puis, quand on accepte d'avoir une grande tarte, un petit morceau d'une grande tarte, il faut accepter ce qui vient avec un investisseur. Si on détient 99,999% d'une compagnie, là, la personne qui détient $1 dans une compagnie a autant de droits que les majoritaires. Fait que c'est important pour l'entrepreneur de comprendre, la journée qu'il laisse aller 0,05%, il est redevable à un partenaire. Puis sa façon de faire, sa façon de prendre des décisions change. Parce que maintenant, il y a un partenaire, puis il faut respecter le partenaire. Absolument. Puis choisir le bon investisseur, les bons partenaires. Absolument. La clé, c'est vraiment... La clé, c'est... Puis nous, on le voit avec Barbara dans nos investissements, dans les entrepreneurs qu'on rencontre. La dynamique au niveau de l'actionnariat, au niveau du conseil d'administration, c'est l'élément le plus important. Il faut qu'il y ait un alignement. Parce que les compagnies qu'on a rencontrées qui n'ont pas eu de succès, c'est parce qu'il y avait un désalignement entre les actionnaires. Puis quand il y a un désalignement, il n'y a rien qui fonctionne. Fait qu'il faut choisir des actionnaires, des partenaires
qui ont une vision commune, des valeurs communes. On sait que dans la vie d'une entreprise, il y a des hauts et des bas. Ça prend des partenaires où quand les choses vont mal, ils se retroussent les manches. Ils ont une vision long terme. Ils travaillent conjointement avec nous. Nous, à la caisse, là, c'est ça qu'on fait avec nos compagnies. On est là pour le long terme. On prend notre temps. On optimise la structure du capital. Quand ça va mal, on se roule les manches. On travaille main dans la main avec les entrepreneurs. Puis quand ça va bien, bon, on est content. Mais c'est vraiment une vision, une philosophie de création de valeur sur le long terme. Contrairement à d'autres types d'investisseurs, puis Evolve a la même mission que nous, il y a d'autres types d'investisseurs que leur seul objectif, c'est le rendement. Ils vont endetter les entreprises au maximum sur un délai de 5 ans parce qu'eux, ils rentrent, 5 ans après, ils sont out, no matter what. Ça va bien, ça va mal, c'est pas leur problème. Eux, ils endettent, ils veulent maximiser la valeur, dans 5 ans, ils sont plus là. Fait qu'il faut bien choisir son partenaire. Absolument, absolument. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Barbara? Oui, ben, en fait, je veux revenir sur la question de bien comprendre le financement. Le financement, c'est une science. C'est pas de l'art, ça s'apprend. Oui. Donc, c'est très important si on décide de se lancer en entrepreneuriat, surtout si on veut avoir un certain succès, de s'éduquer. Donc, moi, j'ai commencé en investissement de façon pure en tant qu'investisseur équité quand j'ai commencé avec le fonds. Et ça s'apprend. J'ai compris la modélisation financière, comment on regarde un plan d'affaires, comment on évalue une entreprise. Donc, c'est important que les entrepreneurs s'éduquent. Et je pense que c'est parce que peut-être il fut un temps, on pouvait se lancer en affaires un petit peu comme ça, puis on a un réseau, une famille qui nous supporte et tout ça. Mais surtout, les gens qui viennent de la communauté, ce n'est pas le cas. Donc, il faut absolument avoir un minimum d'éducation sur comment fonctionne le financement. Deuxième chose, il ne faut jamais sous-estimer. Ce qu'on achète en premier lieu, c'est l'entrepreneur lui-même. Donc, il faut comprendre que quand on se présente, la personne va d'abord t'acheter toi et ensuite ta business. Mais vous serez surpris combien d'entrepreneurs, des fois qu'on les rencontre, comprennent pas ça. Donc, on essaie de voir la personne, de le comprendre, d'entendre ses idées, de voir d'où il vient, parce qu'on essaie de saisir, est-ce qu'il va avoir la résilience, la persévérance, le focus pour livrer ce qu'il dit qu'il va livrer. Dès que tu crois que la personne, lui, ce gars-là, il est capable de livrer ce qu'il dit, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux livrer? Donc, ça, c'est vraiment le deuxième élément. On achète l'entrepreneur et ensuite sa compagnie. Et oui, quand on est face à un investisseur d'équité, c'est sûr que là, oui, on perd un peu son hégémonie de propriétaire unique. Donc, c'est un partenariat. Tu es propriétaire, je le suis aussi. Donc, on va parler de nous, on va vouloir une représentation au niveau du board, on va vouloir participer à un droit de veto sur les décisions stratégiques, on va vouloir une reddition trimestrielle, les chiffres, comprendre qu'il y a un enjeu, il faut qu'on soit au courant. Exactement. Là, tu viens de souligner quelque chose. Par exemple, une entreprise qui fait affaire avec la caisse ou avec le fonds, est-ce qu'il doit créer son conseil d'administration avant ou après avoir obtenu le fonds? Mais théoriquement, à la base, il te faut un conseil d'administration. C'est la saine gestion. Même si tu n'aurais pas d'investisseur, que tu serais solo, il faut, je crois que conseil aviseur, comme ça on l'appelle ça? Un comité aviseur. Exactement. Donc, des gens qui ont une certaine... qui ne sont pas juste tes amis, mais qui ont une certaine expertise complémentaire à la tienne, qui vont... Et ça, c'est quelque chose, je pense, les entrepreneurs de la communauté doivent apprendre ça. Souvent, ils vont tout seuls, ils font leurs affaires, puis ils ont de la difficulté à se faire conseiller, tout ça. Mais ça, il faut arrêter ça quand on est en entrepreneuriat. Donc, souvent, ce qui arrive quand on investit, il y a déjà un board, il y a déjà une planète. Mais il faut voir que la Caisse est un investisseur particulier. Nous, on se positionne au niveau croissance. Là, quand je vous ai dit, le fonds, c'est 250 millions. Donc, on arrive avec les poches très profondes. Donc, c'est sûr que ce genre d'investisseur en particulier, on parle d'un certain niveau de sophistication. Donc, on est quand même high maintenance, il faut être honnête. Donc, ça veut dire qu'on demande beaucoup de questions et puis il faut réitérer. C'est pas la va-vite. Et on est dans le long terme, on est dans du capital patient, constructif, mais tout ça est inclus dans toute la discussion. Donc, il faut être patient, c'est constructif, on peut poser des questions, on va retourner toutes les pierres à l'infini positif.
Mais vous devez comprendre, quand un investisseur fait ça, c'est qu'il a l'intention de vraiment se marier avec vous, là. Mhm. Ça veut dire que c'est un vrai partenaire. Ça, c'est Ouais. intéressant. Effectivement, effectivement. C'est quoi comment savoir, comment choisir un investisseur? Ah, c'est une Mais bonne juste question. avant de répondre à ça, pour revenir sur le point que Barbara faisait, puis je vais m'adresser directement aux entrepreneurs de la communauté noire parce Mhm. que depuis 1 an et demi, avec Barbara, on a vu au-dessus de 650 opportunités qui sont venues cogner. Mhm. Puis, je pense que je peux pas parler de la communauté autochtone, mais je peux parler de la communauté noire parce que Mhm. je fais partie de c'est ma communauté. Mhm. Je vois clairement que nos entrepreneurs sont plus jeunes, moins expérimentés, Mhm. souvent moins bien préparés. Mhm. Je pense que c'est important, malgré que des fois, c'est la première génération d'entrepreneurs. Oui. Il faut qu'ils fassent leur devoir parce que quand ils nous arrivent puis cognent à notre porte, puis on regarde l'entreprise, le modèle d'affaires, on analyse les documents, ben ça arrive, tu sais, qu'on trouve qu'ils ne sont pas encore à niveau. C'est pour ça que Mhm. Sylvie parlait d'accompagnement. Mhm. Dans l'écosystème des entrepreneurs noirs et des entrepreneurs de la diversité, l'accompagnement est aussi important que le capital, sinon plus important que le capital. Oui. Mhm. Puis, il ne faut pas que les entrepreneurs noirs hésitent à aller chercher cet accompagnement-là. Oui. Parce que quand ils arrivent à nos portes, il y a un certain degré je ne veux pas dire de sophistication, mais un certain degré de maturité qu'on s'attend au niveau de l'entreprise. Mhm. Puis, il n'y a pas raison que les entrepreneurs noirs ne soient pas en mesure d'avoir ce niveau-là parce que tout est disponible maintenant. Mhm. Absolument. Il y a tellement d'initiatives, tellement d'organismes, tellement un réseau. Tu sais, gars, aujourd'hui, on est les 4 ensemble. Mm. N'importe quel entrepreneur peut t'appeler puis ils ont directement un contact à Barbara, à Sylvie ou à moi. Mhm. Il n'y a vraiment plus de raison de ne pas arriver bien préparé, tu sais, pour cogner au portes puis recevoir le financement. Mhm. Mhm. Là, j'ai oublié Ça, la c'est- question que tu avais. Je l'ai oublié moi-même. Comment choisir un investisseur? Moi, j'écoutais. Comment Exactement. choisir un Puis investisseur? je rebondis 100 fois avec ce que tu dis. C'est l'accompagnement avant le financement. Mhm. Puis tu peux le voir, un entrepreneur qui a déjà été, qui est accompagné puis qui vient te voir. Ouais. Tu vois la différence. Tu vois le pitch, tu vois le dossier, il est Ouais. bien L'affaire, monté. comment il est écrit. Ouais. Fait, c'est important. Tu sais, et je pense qu'aujourd'hui, moi, je dis que c'est le meilleur moment pour Mhm. se lancer en affaires quand tu es entrepreneur noir. Je veux dire, aujourd'hui, la diversité est vraiment sur toutes les lèvres, partout. OK? Ouais. Donc, il y a du financement. Mais si tu n'es pas préparé, tu peux recevoir le financement, mais demain matin, je ne suis pas certaine que tu seras là pour le Ouais. long terme. On va faire une petite parenthèse parce qu'on Ouais. parle d'accompagnement. C'est Ouais. quoi les organismes à Montréal ou même au Québec qui accompagnent les entrepreneurs? Ben, écoute, il y a plusieurs organisations. Déjà, il y a le groupe 3737, qui est un Ouais, incubateur pour la incubateur. diversité, Ouais. qui fait un travail extraordinaire au niveau de l'accompagnement. Tu as aussi... Il y a Afro-entrepreneur, il y a Oui. Afro-entrepreneur. Capital Accompagnement, Ah, absolument. Futurpreneur. Là, je parle strictement communauté noire. Afro-entrepreneur va encore plus loin. Eux autres, ils offrent même un service qui fait que si tu as besoin d'un comptable, Ouais. Oui, ben, ils ben te oui. payent le comptable. Exact. Ben Si tu as oui. besoin d'un professionnel RH, ils te le payent les premiers 5 heures. Je m'en souviens plus vraiment c'est combien. Exactement. Mais Tu c'est sais, il y ce a qui est Audace au excessivement important. féminin aussi, Ouais. qui fait aussi un travail extraordinaire. Fait que je trouve que, sincèrement, le paysage de l'écosystème a tellement changé Mhm. les dernières 5 ans. Là. Mhm. Fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'organisations. Il y a des incubateurs, même dans les universités. HEC aussi a un incubateur. Il y a l'École des entrepreneurs Mhm. qui a aussi un programme pour le démarrage, pour les plans d'affaires. Fait que vraiment, là, Ouais, il absolument. y a plus de raison de ne Ouais. pas être préparé, puis d'avoir un plan d'affaires qui est solide, puis de se préparer pour un pitch. Puis peut-être qu'on va vous dire non. Mais c'est ça, je compte le dire parce que moi, j'ai fait affaire où j'ai été voir la plupart des organismes que je vais citer. Je suis à Laval, il y a Laval Développement économique, c'est Oui. le premier. Oui. Il y a Laval encore, il y a la Société communautaire Lavallois d'emprunt, le Oui. socle. Oui. Tous ces Oui, organismes. c'est vrai, ils vont être- microcrédit à Oui, Montréal bien, aussi. absolument. Il y a le Ouais, microcrédit à effectivement. Montréal. Il y a la CEDEC. La CEDEC, Ouais. eux, ils vont t'aider à écrire ton plan. Oui, C'est la CEDEC de Montréal-Nord surtout. oui. Ouais. Ils vont t'aider à écrire ton plan d'affaires. Ils Ouais. vont t'aider à faire tes prévisions financières. Puis tu Exactement. seras payé pour le faire. Il y a PME Exactement. Montréal. Exactement. Il y a Montréal. PME Mhm. Montréal à travers Montréal. Puis il y a Défi Montréal que les autres, ils vont t'aider à pitcher, à Ouais. apprendre Même comment Montréal pitcher. Inc. Montréal Inc. Exactement, aussi. il y a Montréal Au niveau de Inc. Puis, l'innovation. il y a un point que je veux faire, Carlando, par Mhm. rapport à l'accompagnement. Tu sais, avec Barbara, on a réalisé que l'accompagnement était tellement important là, que on reçoit souvent des appels,
très, très, très souvent d'entreprises qui sont beaucoup trop petites parce que nous, notre investissement minimum est de 5 millions. Mais il y a tellement d'entreprises qui nous appellent puis cherchent 500 000, 400 000. Là, on a une rencontre, là. Puis là, moi puis elle, on est là pendant 45 minutes à expliquer l'écosystème, puis appelle telle personne, va voir telle personne, puis on les connaît, fait qu'on donne les noms. Fait qu'en réalisant l'importance de l'accompagnement, on s'est fait un devoir de jamais juste dire non. Toujours donner une solution. Exactement. Puis parmi le focus de nos priorités pour cette année, parallèlement à faire des transactions, c'est bâtir un écosystème pour les entrepreneurs de la diversité, encore plus pour la communauté noire, même si je n'aurais pas dire ça, mais un écosystème complet de qualité pour que non seulement ils trouvent du capital, mais ils trouvent l'accompagnement puis qu'ils sachent toujours où aller. Parce qu'un des enjeux dans le financement, en général, pas juste dans la diversité, c'est que les entreprises vont aller voir des investisseurs puis ils vont juste se faire dire non. Ça finit là. Fait que l'entreprise, après ça, elle ne sait pas pourquoi elle s'est fait dire non. Fait qu'elle retourne en voir un autre. Puis l'entrepreneur, il tourne en rond comme ça pendant longtemps, puis il faut absolument éviter que ça arrive. Fait que nous, on se fait un devoir qu'on leur parle de toujours expliquer comment fonctionne l'écosystème, où qu'ils devraient aller. Si on voit des lacunes dans le modèle d'affaires, on leur dit, parce qu'il faut les éduquer. Puis ce travail-là prend énormément de temps, mais pour nous, là, c'est super important. Wow. C'est d'autant plus important que disons que nous, à la Caisse, nous, avec le fonds, on commence à partir de 5 millions. Et puis, comment on va regarder ou apprécier aussi, c'est d'où origine cet entrepreneur-là. S'il a été accompagné par Evol 3737, on sait. Ouais, il a fait son école, quoi. Ah oui. Exactement. Ah oui. Fait que c'est tellement important, même pour vous, de vous étiqueter que vous faites vos devoirs, de passer dans ce filière-là parce que vous venez avec un sceau d'approbation de la personne qui est en aval de nous et nous, on crée un sceau d'approbation pour en amont ou vice-versa. Ouais. Mais c'est encore une fois, l'accès à cette information, ce intel de marché est là et absolument nécessaire pour les entrepreneurs de la diversité d'y accéder et puis de bénéficier de ce que ça emmène. Puis, quand on parle d'accompagnement, une des choses qu'on a remarqué, c'est la solitude souvent que les entrepreneurs de la diversité vivent. Ils ont porté la charge seuls, ils sont épuisés. Donc, ne serait-ce que d'échanger, et ça, on l'a eu beaucoup des entrepreneurs. Ils nous l'ont dit, vous savez, même si vous ne mettez pas un sou dans ma compagnie, juste le fait que j'ai pu vous parler, que vous m'avez écouté, ça a fait du bien et ça permet de persévérer. Donc, il ne faut pas sous-estimer qu'on est des humains. Absolument. Donc, même si on est brillant, même si on a de l'énergie, même si on a de la drive, même si on sait qu'on va devenir Amazon ou Google demain, ne sous-estimez pas le support que vous pouvez avoir et ne crachez pas dessus. L'humilité. Mais je pense que Barbara fait un point, excuse Sylvie, Barbara fait un point super important, c'est qu'on a réalisé que il y avait un besoin d'amour dans notre travail parce que, tu sais, nous, on part, puis là, on se dit, ben ils cherchent du financement, c'est très business. Mais là, on se retrouve à avoir des discussions, puis on sent que l'entrepreneur porte le poids sur ses épaules, puis comme nous tous, hein, on veut bien faire ce qu'on fait, mais à cause de notre communauté, on a un poids additionnel. On se dit, ben je ne peux pas échouer parce que je ne peux pas laisser tomber ma communauté. Puis on le sent. Puis on est arrivé dans une situation où les entrepreneurs se sont mis à pleurer. Puis là, on se parlait, puis là, j'ai dit, Barbara, le mot amour doit revenir. Hein? C'est long terme, amour, patience. C'est drôle à dire dans un contexte de capital de risque, mais pour l'écosystème de la diversité, c'est ce que ça prend. Puis si je peux renchérir pour l'accompagnement, tu sais, parfois les gens pensent que l'accompagnement, c'est juste du one-on-one. Mais ce qui est aussi puissant, c'est l'accompagnement de groupe. Puis moi, pour avoir vu des entrepreneurs de la diversité, des entrepreneurs noirs qui ont intégré, parce que nous, on a développé comme des cellules de co-développement. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs, par exemple, qui sont en démarrage ou en croissance ou dans des secteurs d'activité comme manufacturier, TI, qui se retrouvent une fois par mois pendant 3 heures, pendant 9 séances. Fait que là, tu as plusieurs femmes, ça c'était à l'époque, c'est plusieurs femmes qui se retrouvaient puis qui parlaient de leur réalité entrepreneuriale. Puis souvent, elles sont seules dans cet entrepreneuriat-là. Il y a le conjoint ne comprend pas sa réalité, la famille se demande pourquoi elle est en affaires. Fait, juste d'être là, puis d'échanger, puis de pouvoir dire qu'est-ce qui ne va pas, puis pourquoi elle ne dort pas, puis pourquoi elle n'a pas reçu son contrat.
juste parler des vraies affaires avec d'autres Absolument. entrepreneurs, ça soulage. Puis ça crée Donc, un réseau aussi. Et ça crée un réseau. Ça crée un réseau. Tu viens de briser ta solitude, tu viens de partager, tu viens d'avoir des solutions parce qu'il y a d'autres entrepreneurs autour de la table qui ont peut-être vécu, parce que souvent, c'est les mêmes enjeux. C'est le fonds de roulement, c'est la main-d'œuvre, c'est les mêmes enjeux. Fait que là, ils se partagent les informations. Puis au bout des 9 rencontres, moi, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, mon Dieu, surtout avec la pandémie, ça a été dur, ça a été difficile, puis, mais ils se sont dit, si je n'avais pas ce groupe-là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Fait que c'est ça aussi. Fait que parfois, on peut dire, oh, l'accompagnement, ce n'est pas pour moi, mais tu peux trouver plusieurs sortes d'accompagnement, ce qui te plaît, ce qui te permet d'avancer, mais c'est de pouvoir échanger, de pouvoir construire, de pouvoir se dire, mais cet entrepreneur fait plus ou moins la même chose que moi, mais elle est loin. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être aussi loin? Moi aussi, je peux être. Fait qu'ils s'inspirent, ils vont plus loin, ils collaborent. Aujourd'hui, c'est aussi de trouver la bonne formule. Parfois, c'est du one-on-one. Parfois, c'est des rencontres avec un conseiller qui va comprendre un peu ton modèle d'affaires parce que nous, on en a vu des entrepreneurs, on en a vu des modèles d'affaires, on a vu plusieurs choses. On est capable d'identifier à chaque fois qu'il y a peut-être un enjeu. On est capable d'aller chercher notre réseau, un expert des vols, un expert de ceci, pour les mettre en relation. Absolument. Donc, je trouve qu'il faut... Moi, je dis, un entrepreneur, je peux le voir aussi, quelqu'un qu'on appelle coachable, qui prend des... qui est capable de grandir, puis de prendre des commentaires, puis qui va construire avec à travers. Qui va construire avec. Donc, tu sais, mais je pense que quand tu es entrepreneur, il faut accepter, il faut apprendre. Tu es en apprentissage continuel. Tu développes des compétences. Au départ, c'est du développement des affaires. Après, c'est de la gestion. Après, c'est des finances. Après, c'est... Donc, tu te développes en tant que personne. Tu viens avec une base. Tu viens peut-être avec ton expérience technique. Peut-être que tu es ingénieur, mais là, il faut que tu développes ton côté de développement des affaires, mais après, il faut que tu développes ton côté financier. Fait qu'il faut apprendre à... Ou bien parfois, tu vas chercher des partenaires qui vont venir complémenter ce que tu n'as pas. Exact. Donc, c'est de comprendre un peu tout ça, mais de se dire, OK, mais je pense que celui qui réussit souvent, c'est celui qui n'a pas peur d'aller demander de l'aide. Celui qui est capable d'aller chercher dans son réseau puis de dire, comment tu as fait ça? Mais quand... Tu sais, moi, j'ai des Québécois qui se disent, bon, ben, moi, j'ai demandé à mon père comment il a fait parce qu'il avait déjà 3 entreprises. Puis, tu sais, exactement mais ce que j'ai... quand tu n'as pas ça, tu fais quoi? Ouais. Il faut que tu te construises ton réseau parce que, je te dis, les entrepreneurs qui réussissent au Québec, c'est le réseau qui les développe. Absolument. C'est ça qui les développe. Une fois que tu as compris ça, que tu es capable de demander de l'aide, d'aller chercher au fait, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu peux m'aider, comment on fait ça? Ben, tu grandis, tu développes. Alors, je pense que le réseau est tellement important. Et le réseau, c'est pas juste ton réseau proche, là, c'est pas juste ton réseau de communauté noire. Non, tu es au Québec. Ton réseau québécois. Parce que c'est là où les opportunités sont là. Donc, à un moment donné, quand tu vois grand, il faut aller chercher les moyens. Absolument. Il faut se lever. Et puis, nous, on est là. Puis moi, je trouve que ce qui est intéressant avec l'écosystème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de personnes. Moi, des Wills, il y a d'autres, il y a les Mona Lisa. Je trouve qu'on commence à avoir de belles personnes dans l'écosystème qui veulent et qui... Absolument, je trouve que nous aussi, en apprenant à se connaître, on est capable de dire, ben, écoute, tu peux aller ici, tu peux aller chercher là. Puis, on commence à connaître aussi l'offre de chaque organisation. Fait que je pense que ça aussi, ça va alimenter à soutenir ces entrepreneurs. Puis nous aussi, on va faire partie de ce changement-là. Donc, je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, de pouvoir contribuer. Là. Pour suivre le point de Sylvie, je ne peux pas m'empêcher de mentionner BKR Capital, Oui, comme acteur clé dans comme l'écosystème, acteur qui clé, s'appelait Black Innovation Capital, avec Isaac et Lise. Lise est de Montréal, elle a étudié au HEC. Ouais. Elle gère le fonds avec Isaac. C'est le premier fonds de technologie seed géré par un homme et une femme noirs au Canada. On a la chance qu'ils sont installés aussi à Montréal. Donc, nous, on a investi dans le fonds. On est un des partenaires. On est super content de travailler avec eux. Ils jouent un rôle important dans l'écosystème, non seulement avec du financement, mais aussi avec de l'accompagnement pour les compagnies technologiques. Donc, on est très, très fiers là, d'avoir aussi avec BKR Capital dans l'écosystème québécois et canadien. Oui, c'est excellent. Tu sais, on a beaucoup parlé d'accompagnement parce que je pense que c'est quelque chose de clé pour éventuellement arriver à une autre étape. Tu sais, juste pour faire une histoire courte avec mon histoire en tant que telle, tu sais, je viens d'une famille dirigée par des femmes en Haïti. Comme toutes les familles haïtiennes. Ouais, exactement. Dirigée par des femmes, la présence des hommes était là, mais comme, en tout cas, whatever. Optionnel. Exactement. C'était juste là. Mais, tu sais, c'était des femmes qui faisaient beaucoup de petites choses pour pouvoir nourrir leur famille. C'était vraiment l'économie de subsistance, en quelque sorte, tu vois.
Puis une fois arrivé au Québec, je me suis dit, ben non, je vais arrêter cette économie de subsistance, je veux créer de la valeur, créer quelque chose pour mes enfants plus tard. Puis tu disais tantôt, s'éduquer. Je me suis énormément éduqué, mais ce que j'ai remarqué il y a 1 an, c'est qu'il y avait tellement de choses encore que je devais savoir, que j'aurais dû savoir il y a longtemps de plus, tu vois, qui fait que j'aurais pu aller autrement, tu sais. Je me suis énormément impliqué également aussi à Laval, entre autres, Très impliqué, à la Chambre de commerce, dans toutes sortes d'organisations en tant que telles. Tu sais, aller chercher le financement nécessaire, aller chercher les subventions nécessaires. Je pensais que j'étais un boss en quelque sorte, tu vois, une personne qui connaissait l'écosystème entrepreneurial, mais il y avait une autre étape que je ne connaissais pas du tout jusqu'à temps que le fonds Équité sort. Puis là que je vois Wheels qui dirige ce fonds, je t'ai écrit sur LinkedIn. Puis c'est là que je pense avoir compris que j'étais loin d'être... En fait, je savais que j'étais loin d'être là où je voulais être réellement, mais je ne savais pas comment l'atteindre, tu vois. Puis en voyant Wheels, avec le fonds, je me suis dit, je crois que vient le temps pour nous d'aller, de passer à une autre étape. Mais passer à cette étape-là, c'est encore beaucoup plus d'éducation. Puis présentement, je suis en processus 2. C'est clair qu'on ne va pas aller avec le fonds Équité en 25-30, pas pour le moment. Mais il y a d'autres fonds qui existent comme BKR, exactement. Mais tu sais qu'Orlando, ma vision là-dessus, c'est... Pour moi, la priorité est toujours faire ce que j'aime faire. Tu sais, je pense dans la vie, il faut trouver des emplois qu'on ferait même si on n'était pas payé. Il faut aimer ce qu'on fait. Puis après ça, c'est bâtir des compétences. Tu sais, donc, moi, dans mon parcours, j'ai toujours été vers du travail qui augmentait mes compétences puis qui m'intéressait. Puis j'allais chercher des morceaux à chaque fois. Puis éventuellement, ça m'a amené à un morceau complet qui a tout ce que j'aime. Puis je pense qu'il ne faut pas le voir... Parce que moi, mes parents m'ont exigé de m'éduquer parce que mes parents n'étaient pas éduqués. Puis mes parents voulaient absolument que les enfants aient un coussin. Parce que quand tu es noir, tu es au Québec, tu n'es pas éduqué, c'est encore plus difficile. Puis une fois éduqué, pour moi, c'était comme, OK, il y a comme un coussin. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Mais ma vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une vision de curiosité, de bâtir des compétences, puis de bien s'entourer. Parce que les entrepreneurs font toujours face à l'adversité, à chaque jour. Puis, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu du succès après avoir fait 2, 3, 4 faillites. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 2, 3, 4 faillites pour réussir, mais ça veut dire qu'il faut toujours continuer à augmenter les compétences. Puis, les compétences, oui, l'école, c'est une façon, mais ce n'est pas la seule façon. Puis, l'entrepreneuriat s'apprend en côtoyant des entrepreneurs, en travaillant dans l'écosystème, puis en bâtissant son réseau. Ça, c'est vraiment la clé. Puis l'erreur que je vois, puis même au Québec, quand on regarde le Québec Inc., le Québec vit vraiment ses premières générations d'entrepreneurs à succès qui deviennent très, très riches. L'entrepreneuriat au Québec ne date pas de si longtemps que ça. Puis je pense que nous, la communauté noire, on est en train de bâtir ce volet-là. Mais il faut vraiment s'assurer qu'on a beaucoup de réseautage, comme Sylvie disait, pour aller chercher les meilleures pratiques entre nous, puis éviter les erreurs, puis continuer à avancer. Parce que l'enjeu, c'est toujours, on voit pas les risques. On veut bâtir des entreprises, on va aller endetter l'entreprise, mais il y a comme pas la méthodologie, la bonne façon de construire. Puis c'est de construire avec patience, avec une vision long terme, avec une vision de créer de la liquidité. Donc, au lieu de tout de suite se lancer dans les dépenses, de tout de suite se lancer dans l'endettement, commencer petit, puis tranquillement grossir l'entreprise. Puis, cette base-là d'entrepreneuriat, je trouve que dans la communauté noire, cette connaissance-là commence à circuler, mais c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'une fois que la connaissance circule, après ça, les entrepreneurs, ils apprennent vite. Ils vont comprendre, puis ils vont bâtir les business. Puis, j'avais vu une statistique dernièrement qui parlait du $1, comment qu'un dollar reste dans la communauté noire, versus dans la communauté juive. Je pense que $1 dans la communauté juive, c'était comme 28 jours. Et la communauté noire, je pense que c'était en dessous d'une journée. Là. Pour te dire à quel point que notre écosystème entrepreneurial n'est pas construit. Il y a énormément de chemin à faire, mais c'est de travailler ensemble, de s'entraider, de partager nos connaissances. C'est comme ça que rapidement, nos entrepreneurs vont avoir du succès et vont occuper la place qu'ils devaient occuper.
Mais je suis optimiste quand même. Oui, Je suis moi aussi. vraiment, très, je suis très. vraiment optimiste parce que, tu sais, quand on regarde quand même, il y a beaucoup de statistiques qui démontrent que le taux d'intention d'entreprendre augmente, que ce soit chez les communautés noires, Ouais. chez les immigrants. Fait qu'on est quand même dans un momentum. Mhm. Et surtout que chez les femmes noires, chez les femmes de la diversité, le taux d'entreprendre est encore beaucoup plus élevé, puis que Ouais. surtout avec la pandémie. Mais Sylvie, il y a une notion de femme en entrepreneuriat, pour moi, qui est capitale. Ouais. Puis même et aussi chez la femme noire, parce que dans notre communauté, la femme joue un rôle essentiel à la famille. Puis je trouve que une des grandes qualités de la femme, en plus d'être celle qui gère tout, c'est que la femme, quand elle s'enrichit, la communauté s'enrichit. Exactement. Puis si on veut propulser nos communautés, avoir des femmes en Faut entrepreneuriat enrichir la femme. qui ont du succès va avoir un impact énorme. Fait que ça, je pense que c'est un point très important. Et c'est très vrai. Tu sais, tu finances une entreprise détenue par des femmes, puis on l'a vu avec Femmes et Sœurs, puis les 25 dernières années. Tu finances, tu sais, tu vois l'impact, Ouais. tu vois la création d'emplois. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes issues des communautés noires. Parfois, elles se créent un emploi. Mhm. Mais tu sais, là, maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'elles bâtissent une entreprise. Exact. On veut les amener encore plus loin. Mhm. C'est que de juste créer leur emploi, mais que ce soit, on appelle ça solopreneur, mais d'aller encore plus loin dans cette réflexion, de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux bâtir. Tu sais, mais ça commence, ça commence. Tu sais, fait que moi, mais tu sais, c'est la collaboration, c'est tout l'écosystème qui travaille ensemble, c'est les subventions dédiées justement aux communautés noires, c'est les concours, c'est d'apprendre à se Les connaître. subventions le dédiées aux support. communautés noires, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces subventions. Ben, aux communautés noires ou à la diversité, Ouais, un peu le comme... financement, oui, financement, tu sais, absolument. absolument. un peu comme Entreprendre ici, où c'est vraiment pour la diversité. Donc, je pense que l'écosystème est en train justement de changer avec toute cette clientèle aussi au niveau des communautés noires, au niveau de l'entrepreneuriat. Mais, tu sais, j'ai hâte de voir dans 5 ans, ça va être quoi les retombées. Mais je pense que, écoute, on est dans le bon chemin. Puis nous, on est tous des acteurs de changement là-dedans pour justement les amener à construire ces entreprises-là, puis à être là, puis à les pousser, puis à créer des emplois, parce que, je te dis, une entrepreneur peut avoir un gros impact dans la Ouais, communauté. absolument. Je Puis pense un autre point, j'aimerais faire, Calando, sans monopoliser Ah non, la non, pas du discussion. tout. Barbara voulait dire quelque chose, mais let's go. Oui. Veux-tu y aller avant moi? Barbara? Vas-y. J'allais dire la technologie. Mhm. Oui, c'est vrai. Je pense que la perception, puis je ne dis pas que c'est la vérité, mais la perception au niveau de l'entrepreneuriat chez la communauté noire, c'est que nos entrepreneurs détiennent des épiceries, des restaurants, des salons de coiffure. Des casse-côtes. La technologie est en train de révolutionner comment on vit, comment on fait les choses. Je pense que nos jeunes sont éduqués, sont à l'université. J'aimerais voir nos jeunes se lancer dans la technologie. J'aimerais voir nos jeunes créer des startups technologiques. Parce que je pense que c'est une belle façon de positionner notre communauté dans l'entrepreneuriat. Puis changer cette perception que nos entrepreneurs sont dans des épiceries, des restaurants puis des salons de coiffure. Fait que c'est un message que je lance aux jeunes entrepreneurs comme toi, là. Ça, c'est vrai. C'est très vrai parce que je me dis, en bout de ligne, se lancer en affaires, ça prend la même énergie. Hein. Ouais. Ça prend la même énergie de créer, de bâtir quelque chose. Mais alors, pourquoi ne pas aller dans des secteurs d'avenir, Ouais. des secteurs à valeur ajoutée, que ce soit la tech, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit tous ces secteurs-là, Ah, puis l'agroalimentaire. je pense que les vieux secteurs aussi, il ne faut pas les Ben oui, négliger ben parce oui. qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire avec ça aussi. Ouais. Absolument. Fait que- Mais c'est le financement, parce que en technologie, avec une bonne idée, construire une compagnie qui va rapidement aller chercher du capital, puis attirer l'attention, puis avoir une valorisation intéressante, Mhm. se fait avec beaucoup moins d'argent qu'aller acheter une compagnie qui fabrique, par exemple, des meubles. Mhm, mhm. Parce que des compagnies qui sont très, très lourdes en actifs, qui ont des cycles de vente très élevés, où tu as peu d'effet de levier, ben, en investissement, on dit que c'est du CAPEX, là, du Capital Expenditures, CAPEX Intensive. Ben, c'est des compagnies que ça prend du temps à les financer. Tandis que quand tu as des compagnies qui c'est du low CAPEX, où tu n'as pas besoin de dépenses en capital élevé, mais l'effet de levier est super rapide. Là. Fait que c'est vraiment ça l'avantage du tech. Tu as une bonne idée avec 1 million en technologie et même des fois avec 500 000, tu vas faire des miracles. Mhm. Tu vas bâtir une super entreprise. Hein. Ok, vous entendez, hein, guys?
Barbara. Ben moi, je veux revenir à la question comment choisir un investisseur. Oui, Ouais, effectivement. Je suis restée sur notre idée. En fait, That's my c'est la seule question que j'ai pu poser. Parce que la conversation, sincèrement, je pense qu'on aurait pu faire 2 heures. Désolé, guys, on ne fera pas 2 heures, c'est vrai. On ne fera pas 2 heures. On va vous laisser partir. Mais oui, c'est bon, Barbara. Oui, comment choisir? Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était très important de revenir là-dessus. Cette question, c'est l'équivalent de dire comment je choisis mon médecin, le spécialiste vers qui je vais aller. Ouais, c'est une fonction, c'est quoi ton problème? Donc, la même chose, comment je choisis mon investisseur, mais c'est une fonction d'où tu es rendu dans le développement de ton entreprise. Trop souvent, Wills et moi, on a l'expérience, on va sur un appel, puis on se dit, OK, cool, un entrepreneur vient. Il a une idée. Il génère 0 revenu. Il n'a presque pas commencé, mais lui, il estime qu'il aurait besoin de 2 millions. Puis est-ce qu'on peut lui prêter 2 millions? Ou on peut investir 2 millions dans sa compagnie? Ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment savoir à quel stade de ton évolution tu es rendu et c'est quoi tes besoins. Et ensuite, il faut arrimer ça avec le type d'investisseur. Chaque investisseur a un MO, de même sorte que chaque spécialiste en médecine se spécialise dans un type de système ou quoi que ce soit. Il y a des investisseurs qui se spécialisent dans certains segments de marché, donc certains stades d'évaluation. Absolument. Il y en a qui se spécialisent dans certaines géographies. Il y en a qui se spécialisent dans certaines transitions. Tu vois, comme nous, on disait que la caisse, nous, on a un capital de croissance. Ben nous, notre argent, il est vraiment... On est confortable dans des secteurs où la compagnie entrevoit une forte croissance parce qu'on a une expertise dans ça. Donc, et aussi, elle planifie faire un IPO, de devenir public. On a une expertise dans ça. Il y a des secteurs dans lesquels on est fort, on est bien positionné, on a de l'expertise dans ça. Donc, c'est important de savoir où tu es rendu à ton stade de développement et de bien câbler ça et d'essayer de voir s'il y a un investisseur qui fait dans ce créneau-là. Disons que tu es une boîte tech qui est en forte croissance puis que tu génères tant de revenus, ben c'est des investisseurs de type de la caisse, clairement, qu'il te faut. Disons que tu es un investisseur, tu viens de finir ton prototype, tu viens de recevoir un financement, puis tu as 2-3 clients qui commencent. Bon, ben peut-être, c'est peut-être un futur preneur ou sinon un BKR qui est plus pertinent pour toi, dépendant que tu es en financement ou en équité aussi. Donc, c'est la somme de tous ces éléments-là qui te permet de bien cibler le type d'investisseur. Et c'est important parce que ça trahit qui tu es et ta préparation. Tu vois, ça t'éthique. Exactement. En passant, deuxième question dans ma liste, il y a une liste de plus de 10 questions. Je peux ajouter un point à ce que Barbara vient de dire? Pas de problème, rajoutez des points. C'est important ce point-là parce que c'est des erreurs qu'on fait, puis il faut être sûr que tu vas livrer ce que tu promets. Donc, c'est comme Will disait, oui, tu as besoin de 2 millions, mais sur 5 ans. Pour les 6 à 1 prochaines années, c'est quoi tes besoins et qu'est-ce que tu vas livrer et assure-toi de livrer ce que tu as dit parce que ça construit la confiance pour le futur. Absolument. Puis ce que je voudrais ajouter aussi, c'est souvent, tu sais, quand on cherche du financement, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils offrent. Tu sais, de magasiner, de regarder, OK, lui, voici le taux. Puis les gens vont dire, oh, moi, je vais aller chercher le taux le plus bas. Mais le taux le plus bas, il y a des avantages qu'ils n'ont pas. Tu sais, c'est souvent de regarder, OK, lui, il va m'offrir 3 mais lui, il va m'offrir 5 Mais pourquoi il m'offre 5 Pourquoi le taux est à 5 Ah, peut-être parce qu'il y a de l'accompagnement, peut-être parce que je vais pouvoir être coaché, je vais pouvoir avoir... Donc, c'est vraiment de regarder l'ensemble de l'offre, peut-être parce qu'il peut m'offrir des moratoires, peut-être parce que je vais... Donc, il faut regarder l'ensemble de l'offre parce qu'il y a certains partenaires aussi qui ne vont tout simplement même pas faire de la restauration, qui ne financent pas certains secteurs d'activité ou qui vont vous dire non. Et vous ne saurez jamais. Donc, mais en passant, c'est important. Quand on vous dit non, d'écrire un courriel pour demander pourquoi. Exactement. Je ne suggère pas. Ah non? N'écris pas un courriel pour demander pourquoi. Non, c'est une conversation. Personne ne va te taper. Je t'ai refusé. Moi, dans le milieu où j'étais, absolument, tu recevras une réponse, mais je comprends, absolument. Ouais. Mais donc, ce que je veux dire, c'est ça. Donc, de regarder ce que, tu sais, quand tu commences à regarder, à chercher du financement, de voir c'est quoi les différents partenaires. Parce qu'il faut regarder, il y a des partenaires parfois au niveau fédéral, comme la BDC. Ensuite, après, il y a provincial. Ensuite, après, il y a les municipales. Donc, même en région, tu as des organismes locaux qui ont des fonds. Donc, de regarder c'est quoi les différences entre ces fonds-là.
Donc, pour pouvoir bien prendre des décisions. Est-ce que c'est du démarrage? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est de l'acquisition? Fait qu'il y a plusieurs sortes de fonds. Et puis moi, je dis souvent, tu sais, parfois d'en avoir plusieurs. Tu sais, tu peux en avoir un, peut-être que c'est plus... ils vont peut-être financer peut-être le démarrage, mais il y a tel moratoire, mais il y en a d'autres qui vont peut-être financer plus les immeubles. Donc, vraiment de regarder le type de financement en fonction de ton entreprise. Puis j'ajouterais à ce que Barbara et Sylvie ont mentionné, tous les investisseurs ont de l'argent. Donc, l'entrepreneur doit décider qu'est-ce qu'il cherche à part l'argent. Parce que l'argent, c'est la commodité de tout le monde. Ouais. Que les entrepreneurs, ils vont cogner partout. Mais les investisseurs, le Québec, c'est un petit marché. Les investisseurs, ils se parlent aussi. Quand un plan d'affaires circule dans 20 institutions, on se connaît tous. Il faut faire attention de bien choisir avec qui on veut travailler. Puis, à part l'argent, là, pourquoi je voudrais travailler avec ce groupe-là? Qu'est-ce qui m'apporte? Puis l'idée, c'est comment ces gens-là vont m'aider à accélérer mon entreprise. Puis est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Puis est-ce qu'ils ont de l'expérience dans mon secteur? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec une entreprise dans mon secteur? Exact. Puis le montant qu'ils offrent de financement, vous voyez, nous, on est 5 à 60 millions dans le fond. Et il y a des gens qui viennent nous demander des chèques de 100 000. Ouais, Donc, exactement. c'est tellement malencontreux quand on écoute ça parce que ça projette une image qu'on voit bien que tu ne comprends pas vraiment. Les gens n'ont pas fait leur recherche de base pour aller sur le site. Exactement. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est important aussi de savoir c'est quoi ton besoin en financement et de dire, bon, ben si je suis rendu, moi, j'ai besoin pour le projet que j'ai qui va me permettre de générer X de revenus, j'ai besoin de 50 à 150 000, ben il y a des joueurs qui font dans ce créneau-là exclusivement. Ou sinon, si on a besoin, on est dans le million, ben qu'est-ce qu'un investisseur qui va investir des millions va demander ou comme information ou qu'est-ce qui va être important pour eux dans mon bilan ou dans mon flux monétaire. Donc, ça, c'est des choses qui, encore une fois, on a dit, le financement, c'est pas un art, c'est une science. On peut s'éduquer. Il y a tellement maintenant d'organismes qui donnent le support pour cette information. Il faut bien savoir où on est. Dernière question, d'accord? On va commencer par toi, Sylvie. Mais c'est quoi qu'un entrepreneur a besoin de base pour Evol, un organisme comme Evol, ou même Futurpreneur, whatever, mais parce que étant donné que c'est deux stades, Équité 25.3 et Evol, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit arriver avec de près pour te dire, Sylvie, j'ai besoin d'argent, puis il a besoin de quoi? Il a besoin de te présenter quoi pour que tu dises, OK, il est crédible, lui? Ben, écoute, je pense que ça va être certainement la même réponse que tout le monde va donner, mais c'est déjà un plan d'affaires. C'est un plan ça dépend du stade, mais quand tu es en démarrage, c'est d'avoir un plan d'affaires, d'avoir des prévisions financières. OK. Fait que ça, c'est déjà des documents de base là, pour pouvoir avoir une conversation. Fait que moi, quand j'ai des entrepreneurs qui sont tellement prêts, ils ont déjà tout. Ils savent exactement c'est quoi leur coût de projet. Ils savent exactement leurs besoins de financement. Ils ont déjà fait leurs recherches. Ils ont déjà des subventions. Tout est monté, là. Oui, absolument. Okay? Absolument. Juste changer quelques petits trucs. Juste changer quelques petits trucs. Fait qu'on a une conversation et il sait exactement c'est quoi son projet. Il est capable de me faire un pitch en 3-4 minutes. Je leur dis, OK, envoie-moi la documentation. Il m'envoie en 2 minutes. Fait qu'il sait déjà. Oui, il sait pourquoi voilà, la préparation a été faite. Il sait pourquoi il approche Evol. Il a déjà fait toute sa recherche, mais les documents sont prêts. Maintenant, si tu es une entreprise qui est en croissance depuis plusieurs années, documents, c'est les états financiers. OK? Fait que ça, il faut être prêt. Il faut avoir des états financiers annuels. Est-ce qu'il faut avoir des états financiers intérimaires, dépendamment où est-ce que tu es situé dans ton année? Donc, tu sais, quand tu as ces documents, quand tu es prêt pour le financement, habituellement, tu as tous ces documents-là. Fait que d'où l'importance, parfois même, d'avoir un comptable. Tu sais, moi, quand je veux financer des entreprises, je leur demande, c'est qui ton comptable? C'est qui t'a aidé à faire ton prévision financière? C'est qui t'a aidé à faire tes prévisions financières? Est-ce que tu as un comptable? Parce que moi, ton comptable, je vais lui parler régulièrement pour poser des questions, puis je vais te poser des questions. Je veux savoir si tu es capable de raconter l'histoire de tes chiffres. Parce que pour moi, c'est important je dis, tu prends des décisions tous les jours. Et ces décisions ont un impact financier tous les jours, que ce soit sur tes ventes, sur ta marge, Fait qu'il faut que tu saches exactement quelles sont les décisions que tu prends qui ont un impact sur tes finances. Donc, tu sais, de pouvoir avoir cette compréhension-là, puis quand on parle, on comprend, on a la même histoire. Fait c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde, mais comme elle le disait, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Cette éducation-là, ça s'apprend. Et ce n'est pas juste en démarrage, même en croissance. Parfois, si tu ne suis pas tes chiffres, tu peux avoir 1 million de chiffre d'affaires, mais tu es tellement à perte, on ne te donnera jamais du financement pour aller encore plus loin.
parce que tu regardes pas tes marges, parce que tu ne connais pas tes coûts, tu ne connais pas ta marge brute, tu es trop endetté. Fait que, dans le fond, tu fais des ventes, mais tu es limité, on peut pas te financer, on peut pas rentrer en prêt. Fait qu'il y a des problèmes de gestion. Fait, il faut s'éduquer continuellement pour pouvoir, mais il y a des documents de base. Encore une fois, c'est vraiment des états financiers, des prévisions financières. Parce que moi, je dis, une entreprise, c'est des chiffres quand même. Il faut connaître ces chiffres, il faut avoir ces chiffres prêts pour pouvoir aller chercher. Puis la prévision financière, c'est sur 3 ans ou 5 ans? C'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans. Parfois, il y en a qui demandent sur 3, mais de 3 ans. Puis, par exemple, une entreprise qui n'a pas beaucoup de clients, qui est au du moins endettée, mais qui doit financer, par contre, une acquisition de clients qu'il doit faire, en quelque sorte. Je veux dire, un gros contrat qui va être signé et l'entreprise a besoin, il sait qu'il va avoir besoin de sous quand le contrat va être signé, le contrat est déjà signé en fait, mais il sait qu'il va avoir besoin de sous. Est-ce que Evol supporte ces genres d'entreprises? Bien, encore une fois, on va supporter toutes sortes de projets, mais il faut juste regarder, est-ce que l'entreprise est capable? On veut bien investir dans cette entreprise-là, mais est-ce qu'elle va être capable de nous rembourser? Est-ce qu'elle va avoir le cash flow pour rembourser à chaque mois? C'est ça. Parce que nous, c'est un prêt, là. C'est pas de l'équité, là. C'est un prêt. Tous les mois, là, tu vas devoir rembourser. Fait que si déjà, en partant, ta situation financière est très difficile, puis là, on va te rajouter une dette, mais là, on va te faire couler, là. Oui, absolument. Tu vois? Donc, je pense que quand ça fait quelques années que tu es en opération, il faut quand même regarder c'est quoi sa situation financière, parce qu'on regarde toujours c'est quoi ta capacité de rembourser la dette additionnelle. Est-ce que tu as déjà de la dette déjà? C'est quoi ton niveau d'endettement? Quand tu construis ton entreprise, il faut toujours voir un peu comment je peux la rendre nice pour les investisseurs, pour les partenaires financiers. Il faut comme comprendre un peu ton bilan, tes états financiers, ton état des résultats, ta rentabilité, c'est quoi les marges dans le secteur. Pour toujours, il faut comprendre c'est quoi les chiffres. Donc, c'est important. Si on veut croître, si on veut aller plus loin, si on veut aller chercher de l'équité. C'est quand même important le volet financier dans une entreprise. Donc, soit tu as un partenaire qui comprend très bien, soit tu vas te faire former, mais tu n'es pas obligé de faire ta comptabilité, mais de comprendre et de prendre des décisions. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est ça, tu n'es pas obligé de le faire. Je veux dire, parfois, tu ne dois pas faire ta comptabilité. Si tu peux la sous-traiter à quelqu'un, tant mieux. Mais de comprendre tes états financiers, pourquoi ta marge a baissé, comment ça se fait que tu es vanté, de pouvoir rectifier aussi le tir et de pouvoir prendre des décisions puis d'être très proactif. Je trouve que ça donne une confiance, même quand tu es un partenaire financier. Tu dis, OK, il sait où ce qui s'en va, il sait pourquoi il y a eu telle situation, puis voici mon plan de match. Nous, en tant que partenaire financier, ça nous rassure. Absolument. Qui veut répondre parmi vous deux? Je commence ou tu commences? Ben, comme tu veux. Moi, je dirais, d'abord, nous, il y a 2 volets. Il y a la technologie et il y a ce qu'on appelle la moyenne entreprise. En technologie, ça nous prend une compagnie, idéalement, qui a au moins 3 à 4 millions de revenus récurrents, modèle B2B, avec, dans un secteur en forte croissance, avec un modèle d'affaires en croissance au niveau des revenus qui est une bonne marge. Au niveau de la technologie, les compagnies n'ont pas besoin d'être profitables si le focus est sur la croissance des ventes. Au niveau de la moyenne entreprise, on veut des compagnies qui ont au moins 1 million d'EBITDA. Donc, ça voudrait dire, généralement, à 1 million d'EBITDA, ils ont probablement 10 millions de ventes pour y arriver. Puis, en termes de ce qu'on regarde, c'est sûr que pour nous, là, c'est vraiment, d'abord, est-ce que faut que la compagnie soit dans une industrie en croissance, avec un modèle d'affaires qui démontre qu'elle va être capable de capturer des parts de marché dans son industrie, donc une bonne croissance dans le modèle d'affaires. On va regarder l'équipe de gestion. Ça, c'est super important. Qui compose l'équipe de gestion? Est-ce qu'elle est complète? C'est quoi leur historique? Après ça, on va regarder le profil financier de l'entreprise. C'est quoi son plan 5 ans? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher comme part de marché? C'est quoi la croissance des revenus? C'est quoi la croissance de la marge? C'est quoi la croissance au niveau de son utilisation du cash flow? Puis, on va regarder aussi la technologie. C'est une technologie qui a des fortes barrières à l'entrée, qui la distingue des autres compétiteurs dans le marché. Fait qu'en gros, nous, c'est ce qu'on regarde. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, mais par rapport à la compagnie, c'est ça. On regarde vraiment aussi, c'est comme en quoi son modèle d'affaires est unique et difficilement réplicable. Donc, ça, c'est très important qu'on construise sa business et sa logique d'aller chercher des signes
distingueur par rapport à ta compétition, ton SWOT analysis, pour bien te positionner par rapport à l'offre et vraiment démontrer que ce que tu fais, tu le fais particulièrement bien, mais différemment des autres, de telle sorte que toi, tu vas être plus capable de capturer les opportunités. Sinon, quand on regarde à l'humain, ce qu'on essaye de retrouver chez l'entrepreneur, c'est, dans un premier temps, est-ce qu'il démontre une persévérance, résilience? Moi, c'est deux choses différentes. Persévérance, et résilience, résister. Donc, ça, c'est important parce que ça ne va pas toujours aller bien. Des fois, ça va être difficile. Des fois, même le succès va être avec de la pression. Donc, il faut qu'il y ait ce trait de caractère, personnalité. Je pense que ça vient avec l'entrepreneur. Deuxième chose, c'est la gestion de risque. Est-ce qu'on est devant quelqu'un qui a une saine gestion de risque? C'est important parce que maintenant, on est dans un monde excessivement compétitif, quel que soit dans le secteur dans lequel on est. Donc, il faut être capable de bien comprendre les risques dans lesquels on baigne pour mieux les gérer. Et je te dirais, l'autre élément, c'est de démontrer une capacité de trouver des solutions quand il y a des problèmes. Vraiment, on regarde l'individu, qu'est-ce qu'il a eu à faire face comme situation problématique et est-ce qu'il est créatif, il cherche des solutions, est-ce qu'il en trouve, il est capable de régler. Donc, essentiellement, quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête dans les nuages, pas juste en haut ou pas juste en bas. Donc, il faut un juste milieu entre les deux, mais je dirais que généralement, quand il y a la résilience, la persévérance, saine gestion de risque, capacité de trouver des solutions aux problèmes, là, on commence à peut-être décider qu'on a un individu qui a les caractéristiques qu'on recherche dans le long terme. Est-ce que l'individu doit avoir tout ça ou l'équipe peut avoir tout ça puis ça va le faire? C'est sûr que quand on parle de nous, on est en équité, on achète une compagnie, généralement un fondateur et tout ça. Je pense que celui qui est l'influenceur, celui qui prend les décisions dans la compagnie, que ce soit un individu, un groupe d'individus, doit démontrer ces qualités-là dans le temps. OK, c'est parfait, c'est parfait. Les gens qui nous écoutent, ils vont vouloir savoir où ils peuvent vous retrouver. Ils ont juste à t'appeler. C'est très simple. Appelez-moi. Ben oui, sérieux. Appelez Carlando, il connaît tout. Mais ils peuvent aller sur notre site evol.ca. Donc, ils peuvent faire leur demande de financement en ligne. Sinon, moi, je suis disponible aussi sur LinkedIn si jamais ils ont des questions. Mais Evol aussi est disponible sur toutes les plateformes. Donc, fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ou sinon, vous pouvez aller sur notre site web là, pour... sinon, venez voir. Sinon, il y a Carlando. Là, C'est parfait. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non? Il vient me voir. OK, pas de problème. Les gens viennent me voir. Non, mais nous, on est partout. Là. On est sur LinkedIn, site web, la caisse, tous les médias, les réseaux. Tu nous connais. L'écosystème est tellement petit au Québec. On ne sera pas dur à trouver. C'est sûr. C'est clair. Écoute, merci énormément de vous être déplacés, de nous avoir offert votre temps. J'espère que les gens qui nous écoutent, ils vont avoir plein d'informations intéressantes pour eux pour se préparer éventuellement à aller chercher du financement. Encore une fois, merci. Et on finit l'épisode comme ça. Parfait. Merci beaucoup, Carlando. Merci, fait plaisir. Bienvenue. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast.